Merci, Madame la députée de Chicoutimi. Nous poursuivons le débat, cette fois-ci avec Monsieur le chef, le co-chef du deuxième groupe d'opposition, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, il y a beaucoup de déceptions, évidemment, dans le budget qui a été déposé, le dernier budget de la Coalition Avenir Québec, notamment dans le domaine des relations avec les Premières Nations inuits, aussi dans le domaine de la culture que je vais aborder, et je vais parler aussi de la question de l'indépendance, même si ce n'est pas une préoccupation du gouvernement, malheureusement, pour nos finances publiques. Alors, il y a un manque fondamental qui s'exprime dans le budget, mais qui s'est exprimé tout au long des dernières années de ce gouvernement-là. C'est un manque de respect envers le droit à l'autodétermination et au consentement libre, préalable et éclairé des nations autochtones du Québec, tel que présent dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Les exemples des derniers mois montrent ce manque de respect, les bavures à la réconciliation législative qu'on pourrait avoir, mais qui sont bafouées dans le projet de loi 1 sur la Constitution caquiste, le projet de loi 97 sur la réforme du régime forestier, le projet de loi 5 sur l'accélération de grands projets. La CAQ se met à dos les Premières Nations inuits en outrepassant leurs droits ancestraux. Et à ces projets de loi, au sujet de ces projets de loi, les nations autochtones ont été limpides si la CAQ va de l'avant avec et les adopte sans procéder à une véritable co-construction. Elles vont contester en cours et elles vont très certainement gagner. Et la CAQ va donc gaspiller des fonds publics en procédure judiciaire coûteuse plutôt que de faire les choses correctement, ce qui est vraiment dommage. Je veux mentionner aussi la question de l'accès à l'eau potable chez les Inuits. C'est incroyable les enjeux d'eau potable qu'il y a là-bas. Le gouvernement québécois doit agir, ne le fait pas. C'est quelque chose qui tarde depuis des années. Les crises reviennent. Ça cause un vrai problème de santé publique. C'est quelque chose qu'on ne devrait pas accepter aujourd'hui, en 2026. Je veux parler aussi de l'abandon de la réussite éducative des élèves autochtones par le gouvernement. Je tiens à rappeler à ce gouvernement que le vérificateur général, en novembre 2024, a produit un audit de performance alarmant sur l'éducation des enfants des Premières Nations inuits. Le Québec était le dernier de classe au Canada en matière de réussite scolaire chez les enfants autochtones. Ce qui aurait dû motiver rapidement le ministre de l'Éducation, à l'époque, de forcer la mise en place d'un plan d'action concerté avec les nations autochtones pour assurer l'accès à l'éducation aux jeunes, n'a pas eu lieu. À la place, la CAQ a fait le choix de reculer en mettant fin à la mesure éducative de réussite autochtone 15-061 et en quittant la table de concertation sur la réussite éducative des élèves autochtones, qui était le seul forum alloué autochtones à l'octone pour travailler sur des solutions communes sur ces enjeux. Alors, évidemment, tout ça est très problématique. Je veux parler aussi de l'impact de l'absence de mesures budgétaires suffisantes sur l'application et la mise en œuvre des recommandations de la Commission Vien, qui sont donc compromis par l'austérité qu'on voit en ce moment dans les services publics. L'accès à des soins et des services sécurisants est compromis. La non-réalisation de plusieurs recommandations de la Commission Vien et l'abandon financier de certaines actions par prétexte de restrictions budgétaires nous fait reculer collectivement. Je vais vous lire un extrait du communiqué de presse du protecteur du citoyen dans son deuxième rapport de suivi du rapport Vien déposé en novembre dernier. Il dit « 2 ans après la publication de notre premier rapport de suivi, nous constatons que les lacunes demeurent préoccupantes quant au respect des droits des Premières Nations et Inuits dans les services publics québécois. De plus, le contexte actuel de restrictions budgétaires et la non-reconduction de certains financements compromettent plusieurs acquis et risquent même d'entraîner des reculs. Après 8 ans de gouvernement, Monsieur le Président, la CAQ aurait dû faire mieux que ça. L'application des recommandations du rapport de la Commission Vien, elle est très lacunaire et elle est extrêmement décevante. En culture maintenant, le budget 26-27, 2026-2027 en culture québécois, il représente 1,2 % du budget du Québec. Donc, ce qui est alloué à la culture, 1,2 %, alors que l'objectif réclamé par le milieu, c'est qu'on atteigne le 3 % du budget pour le milieu culturel d'ici 2029, avec une mise en place d'un mécanisme d'indexation automatique pour que la défense des fonds alloués en culture ne soit pas à refaire à chaque année, à chaque 2 ans, à chaque 3 ans, à chaque gouvernement. Il faut qu'il y ait un mécanisme pour assurer ça. C'est un enjeu qui est culturel, évidemment, qui est identitaire, qui est économique. C'est une prévisibilité qui est absolument nécessaire pour le milieu. On ne veut pas juste donner de la prévisibilité, en fait,
aux multinationales comme Glencore. Il faut donner de la prévisibilité aux artistes, aux organismes culturels qui font vivre notre nation réellement. Par ailleurs, c'est dans l'air du temps la question du filet social des artistes. Rien dans le budget là-dessus. C'est comment voulez-vous qu'on ait un milieu culturel pérenne et durable si les artistes ont de la misère à vivre de leur art? On sait que le revenu annuel des artistes, revenu moyen, est extrêmement bas, largement sous le revenu viable. Et c'est un problème. L'enjeu, ce n'est pas juste la survie des artistes, mais c'est la vie et l'épanouissement de notre culture. Sur les musées, il y a eu une certaine bonification des fonds de 5 millions par année pour les musées, mais l'absence d'une enveloppe pour un supplément lié à l'éloignement pour 43 musées en région éloignée, une demande qui équivalait à 2,5 millions par année, l'absence de cette enveloppe, donc, est très décevante. C'est quelque chose qui aurait fait toute la différence pour ces musées-là, dont les coûts sont plus élevés liés au fait qu'ils sont éloignés. Alors, si on veut avoir une culture au Québec qui est partout sur le territoire, 2,5 millions par année, c'est peu cher payé. Ça aurait permis à tout le monde d'avoir une prévisibilité, de pouvoir souffler, de maintenir leurs activités longtemps, mais de ne pas couper sans cesse dans les services. Et vous savez, le plus grand absent de ce budget, en fait, c'est l'argent qu'on envoie à Ottawa, parce qu'on envoie en moyenne à peu près entre 80 et 90 milliards d'argent des Québécoises et des Québécois dans un gouvernement qui, après ça, va faire toutes sortes d'affaires qui sont contre les intérêts du Québec, notamment les investissements dans le secteur pétrolier qu'on estime à environ 3,5 milliards de dollars par année en argent du Québec uniquement. Vous imaginez-vous tout ce qu'on aurait pu faire avec ça? Vous imaginez-vous à quel point on aurait pu rénover nos écoles, par exemple, prendre soin de nos infrastructures? Il n'y aurait pas eu de problème à Maisonneuve-Rosemont et puis dans les autres hôpitaux au Québec qui sont en train de s'écrouler ou presque. Il y a de l'argent là qu'il faut absolument aller chercher. Et à chaque fois qu'il y a un budget du gouvernement, un budget bien provincial, je me dis quelle occasion manquée. Quelle occasion manquée de pouvoir vraiment donner au Québec un enlignement qui est cohérent avec ses forces et nos aspirations collectives. Voilà. Donc, là-dessus, il y a tellement d'argent qu'on pourrait investir autrement que le gouvernement canadien met notamment là pour aller rejoindre une remilitarisation qui est en train d'avoir lieu un peu partout dans le monde. Alors, le gouvernement canadien va investir des milliards et des dizaines de milliards là-dedans sans que nous, on soit vraiment consultés là-dessus, sans qu'on sache à quoi ces choses-là vont servir. Est-ce que ce sera une militarisation qui va être uniquement pour la défense? Ce n'est pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu là-dedans, c'est qu'il y a des choses qui soient des armes offensives. Ce qui est évident là-dedans, c'est que des fonds publics vont servir aussi à produire du matériel offensif qui va être vendu à des régimes qui ne vont pas faire des bonnes choses avec, qui vont aller les utiliser des fois contre leur population ou contre d'autres nations qui n'ont rien fait. Alors, c'est très grave, les enlignements d'une militarisation qui a l'air vraiment débridée, qui est en train de se planifier à Ottawa, qui est en train de se planifier avec l'argent des Québécois, sans que nous, on ait un réel débat là-dessus, sur ce que nous voulons faire d'un point de vue militaire. Est-ce qu'on veut se défendre uniquement? Je pense que c'est ça la tradition au Québec. Ou est-ce qu'on veut être complice, finalement, d'actions offensives qui même, des fois, vont aller à l'encontre du droit international ailleurs dans le monde? Alors, il faut qu'on se donne un droit de regard là-dessus. Il faut qu'on aille récupérer cet argent-là et qu'on fasse nos propres choix. En terminant, je voudrais déposer une motion de grief qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement de la Coalition Avenir Québec pour son désengagement à la réconciliation législative avec les nations Anishinaabe, Atikamekw, Nehirowitziu, Iyu, Innu, Inuit, Kanien'kehá:ka, Mi'kmaq, Naskapi, Wabanaki, Wendat et Wolastoqey en refusant d'adopter une loi de mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Lesage. Votre motion est déposée sous réserve de sa recevabilité.